Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter une conférence sur une sorte de compte-rendu sur les plantes qu'on a rencontrées lors d'une excursion réalisée avec la SBCO, Société Botanique du Centre-Ouest, en juillet 2013. C'est un séjour de 8 jours. Et ce voyage était organisé par Jacques Gamizan. Jacques Gamizan, c'est un des spécialistes très connus de la flore de Corse. Il est surtout spécialisé dans la flore de montagne. Et donc on n'avait aucun problème pour l'identification des plantes, évidemment. Et Jacques Gamizan, il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est l'auteur, avec son collègue Daniel Jean Monod, de Flora Corsica. Flora Corsica, c'est donc une flore de terrain extrêmement pratique, hein, et bon, qui tient dans la poche et qui est facilement transportable. Alors, on était basé sur Corté. Hein, voilà Corté. C'est là qu'on était basé dans divers hôtels, parce que la SBCO n'organise pas la réservation. Chacun doit se débrouiller pour se loger. On a la liste des hôtels possibles. Mais, donc, tous les matins, on se retrouvait au car pour nous emmener donc à l'excursion prévue. Alors, ça s'est passé à voilà Corté. Et pour vous situer, ça c'est la limite entre la Corse sud et la Corse nord. Donc vous voyez, on est vraiment dans le centre de la Corse. Alors ce centre, donc c'est la partie la plus montagneuse de la Corse, c'est là que se trouvent les plus hauts sommets, donc le Cinto, le Rotondo et le Renoso. Ce sont alors en Corse ils disent le Renoso, bon moi je dis le Renoso, c'est pas plus simple, j'ai l'habitude de parler comme ça. Et donc c'est les trois plus hauts sommets de Corse. Et puis c'est aussi la zone où se trouvent les principaux torrents montagnards de la Corse, justement. L'Asco, le Golo, le Tavignano et la Restonica. Alors, où sont trouvées nos excursions, nos randonnées? Bien voilà, la localisation des randonnées. Donc vous voyez qu'on est absolument dans le centre de la Corse, hein, donc sur la ligne de partage entre le nord et le sud, mais vraiment dans la zone la plus montagneuse. Alors, les deux premières randonnées ont lieu donc dans la région du Renoso. Les numéros correspondent à l'ordre des randonnées. Ensuite, c'était près du Cinto. Et puis la quatrième, près des lacs, montée au lac de Melo et de Capitello. Et puis la cinquième, au lac de Nino. Alors en fait, il y a eu une sixième excursion à laquelle je n'ai pas participé parce qu'elle n'était pas en montagne. J'ai préféré visiter Corté pendant ce temps-là. Elle avait lieu dans les Châtaigneraies, beaucoup plus bas, donc je ne vous redonnerai pas de compte-rendu, celle-là. Bien, alors... Oui, juste une carte avant de démarrer sur les étages de végétation de la Corse. Alors en rouge, ce sont donc la localisation des randonnées que je vous ai présentées à l'instant. Et tout ça pour vous montrer qu'en fait, tout va se situer dans les étages, le sommet de l'étage montagnard, sauf pour la randonnée numéro 2 qui sera presque entièrement dans le fond montagnard et subalpin. Et donc montagnard, subalpin et alpin pour toutes les autres essentiellement. Bon, on est en région méditerranéenne, évidemment. Le subalpin, donc le Corse, il est un peu particulier. On l'appelle souvent l'euro-méditerranéen. Donc il a certaines différences avec le subalpin de nos Alpes ou de nos Pyrénées. Donc je dirais subalpin ou euro-méditerranéen selon les cas. Et donc ce sont ces trois étages dans lesquels vont se situer toutes les randonnées. Donc la première, elle a lieu dans la région du Renoso. Voilà donc le trajet qu'on a effectué. On est parti donc du sommet de l'étage montagnard, les bergeries de Capanella à 1586 mètres. Et puis donc on a suivi à peu près, donc c'est pas évident de retracer exactement l'itinéraire parce que là c'est une vue donc de Google Earth, donc c'est des photos satellites, on voit pas les sentiers, puis bon, des fois il n'y en avait pas vraiment. Et donc on va contourner le lac de Bastani et puis pour arriver au Renoso. Donc en fait on s'arrêtera une ou deux centaines de mètres avant le sommet parce qu'on avait déjà vu l'essentiel. Alors cette randonnée, elle était basée, donc l'objectif était d'examiner, enfin la plupart des randonnées, l'objectif était d'examiner la flore des crêtes ventées et des ce qu'on appelle les podzines. Alors les podzines sont des espèces de marais d'altitude, de végétation très caractéristique, une végétation dense, basse en général,
et qui portent une flore caractéristique. Alors on verra des exemples podzines. Ces podzines sont aussi ce sont un ensemble de petits marais qui sont reliés entre eux par des corridors, des petits ruisseaux assez encaissés de quelques dizaines de centimètres, 20-30 centimètres en général. Et donc ce sont des ensembles très très particuliers. Donc les 5 excursions avaient donc comme objectif la flore des crêtes ventées, sauf pour la deuxième, et toutes avaient aussi comme objectif d'examiner la flore des podzines. Alors évidemment, quand on est parti du bas pour aller jusqu'en haut, pour toutes les randonnées, on ne va pas se dire on va regarder que la flore des podzines et que la flore des crêtes ventées. On a montré aussi pas mal d'espèces intéressantes entre-temps que je vous présenterai aussi. Donc pour commencer, cette première randonnée, donc la digitale. Alors c'est la digitale pourpre, mais avec une sous-espèce particulière, qui est la sous-espèce Gispergerae. La digitale pourpre, c'est Digitalis purpurea. Ça, on l'a rencontré dès le départ, hein, donc on est au sommet de l'étage montagnard. Alors c'est une variété qui se caractérise en particulier par des fleurs un peu plus pâles, sont plutôt rose-rouge que rouge vif, comme les espèces qu'on rentre chez nous. Mais comme les populations continentales, elles la trouvent dans les mêmes lieux, hein, à savoir les clairières et lisières de forêt. Et les feuilles sont un peu plus blanches, bon, on ne les voit pas ici, non, on ne les voit pas non plus là-dessus. Ça, c'est une vue un peu rapprochée de cette digitale. Une autre plante qui est intéressante, c'est Hypocheirus robertia. Alors, c'est une astéracée, comme vous le voyez, et bon, ce n'est pas une de ses caractéristiques, mais parce que d'autres l'ont aussi, c'est qu'on a sur les fleurs à languette, la face inférieure des fleurs à languette a un trait rougeâtre. On le voit sur d'autres plantes voisines d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Enfin, ça aide aussi à la reconnaître. Hein. Et ça, c'est une plante Hypocheirus robertia. Elle est endémique, celle-là, mais endémique pas seulement de Corse. Hein, je vous dirais souvent endémique de Corse, puis je vous dis c'est un certain nombre d'autres localités. Donc, mais c'est endémique de cet ensemble de localités. Donc Corse, Sardaigne, Sicile, Italie, Afrique du Nord, Italie du Sud et Afrique du Nord. Donc on la rencontre dans tous ces lieux-là, mais évidemment pas dans nos Alpes. En Corse, bon, on la rencontre un peu partout, elle est fréquente. Alors ça par contre, c'est une endémique strictement corse, hein, de l'étage méditerranéo-montagnard. Hein. Alors, elle ressemble beaucoup, parce qu'elle en est proche, c'est le même genre de la Cymbalère. Hein. Celle-là, c'est Cymbalaria hepaticifolia, qui s'appelait avant Linaria hepaticifolia. Quand je les connaîtrai, je vous indiquerai les anciens noms des plantes, parce que pas mal ont changé. Alors, c'est une espèce qui est très proche de l'espèce Cymbalaria muralis qu'on trouve chez nous, la plante qu'on trouve beaucoup sur les murs. C'est pour ça qu'elle s'appelle muralis, à part que la fleur là est 2 fois plus grosse. Elle est beaucoup plus grosse que la fleur peut atteindre 10 mm, c'est 2 fois plus que celle de la plante qu'on rencontre chez nous. Donc les feuilles sont aussi caractéristiques, hein, d'où son nom d'hepaticifolia, des fleurs donc, qui rappellent celles de l'hépatique. Des feuilles qui rappellent celles de l'hépatique. Ça c'est une Véronique. Alors, Veronica repens, la Véronique rampante, alors c'est une plante caractéristique des zones humides. Donc on la rencontre au bord des podzines. Bon, celle-là a été prise ailleurs, mais on la rencontre au bord des podzines, au bord des sources, et puis dans les pelouses où la neige persiste un certain temps. Donc c'est une espèce rampante. Bon, là, vous voyez, les fleurs sont blanches, mais elles peuvent être aussi bleu pâle. Alors, il y a beaucoup d'espèces de Véronique, hein, en Corse. Je crois qu'il y a 19 espèces de Véronique, mais celle-là est particulière parce qu'elle est endémique corse, hein, strictement corse. Alors ça, c'est une sagine, c'est Sagina pilifera. C'est une endémique de Corse et de Sardaigne. Alors, pilifera parce que c'est une plante poilue, bien qu'on ne voit pas les poils sur cette photo. C'est l'étage subalpin méditerranéen, assez typique. Alors, on la trouve dans les pelouses d'altitude. Vous voyez, elle peut couvrir les versants, voilà, de cette sagine.
Ça, c'est un Antillis. Antillis hermanier. C'est une espèce qui n'est pas spécifique à la Corse, mais qui est typique de la région méditerranéenne. On trouve, dans nos Alpes, on trouve Antillis vulneraria, que vous connaissez sans doute. Là, une grosse différence, c'est qu'Antillis vulneraria, c'est une plante herbacée, alors que ça, c'est une plante ligneuse, c'est un arbrisseau. Et donc, mais on la trouve dans la plus grande partie de la région méditerranéenne. Et cette plante aussi peut s'étendre pas mal et tapisser les versants des montagnes, vous voyez. Donc on la trouve, là ce versant était rempli de tout de cet Antillis. Bon là, en passant, une vue sur le Rotondo il est là-haut, hein. Donc on va s'arrêter à peu près par là, parce que bon, on aura tout vu, puis il y en a qui n'ont pas envie de continuer plus loin, donc on a fait demi-tour pour en profiter de voir d'autres choses. Là, on est toujours dans l'étage subalpin, là où il prise la photo. Alors ici, c'est ce qu'on appelle vulgairement la fausse pâquerette. La fausse pâquerette, alors Bellium bellidioides, c'est une plante très commune en Corse, Sardaigne et Baléares, mais on la trouve que là. C'est une plante donc on trouve assez fréquemment à proximité des mares temporaires. Alors, pas confondre cette plante, qui est très commune, avec celle-là, avec Bellium corsicum, qui, elle, est vraiment spécifique, endémique de Corse, stricte de Corse, et qui est peu fréquente en Corse. C'est grâce à notre accompagnant qu'on a pu la revoir, et qui savait exactement les endroits où on pouvait la trouver. Donc c'est Bellium nivalé, elle s'appelait avant Bellium corsicum, la pâquerette de Corse, si vous voulez, pâquerette des neiges maintenant. C'est une plante aussi des pesines qu'on trouve dans les milieux humides, en particulier dans les pelouses humides. Bon, ça vous connaissez sans doute ce genre de plante. Hein. Donc c'est une arméria. C'est un Armeria leucocéphala, donc son nom indique qu'elle a le capitule blanc, d'environ d'une vingtaine de centimètres. Alors celle-là, elle est endémique de Corse aussi, strictement endémique de Corse, qu'on trouve plutôt dans l'étage montagnard, bien que là on soit dans l'étage subalpin déjà. Et à la différence des autres armérias, elle n'a pas les feuilles de la base, vous voyez, qui sont plaquées au sol. Elles sont dressées le long de la tige. C'est la seule espèce d'arméria qui est comme ça. Donc c'est pas ces fleurs blanches, c'est plutôt ce type de feuille qui sert à la reconnaître. Donc endémique Corse de l'étage montagnard. Alors voici un détail, voilà, de cette plante. Alors ça, c'est une pinguicule, vous l'avez sans doute reconnue. C'est la pinguicule de Corse, Pinguicula corsica. C'est une plante, bien sûr, comme toutes les pinguicules, avec un éperon qui, celui-là, est assez développé. Alors, la couleur de cette pinguicule, elle est assez variable. Là, vous voyez, elle est bleuâtre, bleu-violette, elle peut être blanche, elle peut être bleu clair, elle peut même être jaune. Mais c'est la même espèce. Alors, les feuilles de cette pinguicule, c'est ça, la feuille. Alors, ces feuilles-là sont les plantes les feuilles d'une autre plante qu'on verra plus tard, qui est un artésium spécifique à la Corse, qu'on verra plus tard, un artésium reverchonii, qui a des feuilles comme ça. Donc il ne faut pas confondre, ce n'est pas parce qu'on trouve au pied des pinguicules que ce sont ces feuilles. Et voilà les feuilles du pinguicule. Alors cette pinguicule est une endémique corse, et c'est la seule pinguicule de Corse. Il n'y a pas d'autre pinguicule que celle-là. Donc quand on est là-bas, il n'y a pas à se tromper sur le nom d'espèce. Ça, c'est une plante, pour ceux qui ont réalisé en Corse il y a un certain nombre d'années, on l'appelait Jacinthes puzolzi, parce qu'il ressemble, on l'appelle encore la jacinthe de Corse, et son nom maintenant c'est Brimera fastigiata, donc rien à voir avec l'ancien nom, mais c'est bien la même plante. Alors, on la trouve dans les pelouses, dans les forêts claires, et elle est endémique de Corse, celle-là. Une autre endémique, mais ce n'est pas une plante, c'est ce longicorne qui est endémique de Corse. C'est Cerambyx scopoli,
qui fait, sans les antennes, ça fait 4 cm, donc c'est quand même une grosse bête, hein. Et c'est tout à fait l'équivalent de notre Cerambyx cerdo qu'on rencontre dans les forêts françaises. Le Cerambyx cerdo qui peut atteindre, lui, jusqu'à 5-6 cm, qui est plus grand que celui-là. Bon, je vous l'ai montré quand même parce que c'est une rareté, même en Corse on le voit pas souvent. Hein. Là, on a eu un peu de chance de rencontrer ça. Bon, je suis sans doute un des seuls participants à avoir pris cette bestiole en photo, mais ça fait rien. Alors ça, ici on a Acinos corsicus, c'est une lamiacée, je parle de la plante violette. Hein. La blanche, on la reverra tout à l'heure, c'est Cerastium solerolii. Alors cet Acinos est caractérisé donc par des feuilles très petites, comme on le voit à peine ici, qui sont ovales. Les fleurs sont aussi très petites, bien sûr, mais toujours de la couleur à laquelle on les voit, c'est-à-dire violet lilas. On la trouve sur les arènes granitiques. Bon, ouais, j'ai oublié de vous dire que la Corse, c'est essentiellement un massif cristallin. Surtout dans la zone où on était, c'est que un massif cristallin qui est essentiellement granitique, et sauf à un endroit où c'est rhyolitique. Alors la différence entre le granit et la rhyolite, c'est que la rhyolite, elle est issue directement d'éruptions volcaniques, ça part du même substrat souterrain. Et la rhyolite s'est solidifiée à l'air libre, on peut dire, après éruption volcanique, alors que le granit s'est solidifié en profondeur, et ensuite il a été remis à la surface par les mouvements tectoniques. Mais on n'est que sur des massifs cristallins. Le calcaire, il existe en Corse uniquement dans la sud, près de Bonifacio, et puis un peu dans le nord, près de Saint-Florent. Sinon, partout ailleurs, c'est massif cristallin. Et donc, alors, le granit, quand il s'érode, eh bien, ça fait un sable, hein, c'est ce qu'on appelle les arènes granitiques. Donc, on trouve beaucoup cette plante sur les arènes granitiques. Attendez, j'ai oublié. Non, c'est ça. Alors ça, c'est un réséda, disons, oui. Hein, la famille des résédacées, et du genre Sésamoides. Sésamoides, purpurascens, à cause de la couleur des capitules. Les capitules sont orange et rose, hein, et c'est la seule espèce de cette couleur-là. Bon, ça atteint environ 30 cm. Et il y a des rosettes de feuilles qui sont assez lâches et qui sont assez allongées. Alors c'est une espèce des pelouses et des sables littoraux aussi, hein, mais pour vous dire qu'on ne la trouve pas simplement en zone montagneuse, hein, et c'est une plante qui n'est pas non plus spécifique à la Corse, on la trouve dans toute la région méditerranéenne. Mais elle est relativement facile à reconnaître à cause de la couleur de ses fleurs. On en verra une autre espèce de Sésamoides tout à l'heure qui a les fleurs blanches. Alors ça, c'est un saxifrage. C'est Saxifraga pedemontana. Alors le Saxifraga pedemontana, on le rencontre dans les Alpes, mais là, c'est une sous-espèce particulière. Il s'appelle Cervicornis. Et c'est une endémique Corse-Sardaigne, île d'Elbe. Alors, Cervicornis, pourquoi? On a de la chance parce que sur la photo, vous voyez ici, on ne peut pas vraiment grossir là. Si on va essayer de grossir quand même. Non, c'est bizarre, je ne puisse pas grossir. Ah voilà, ça y est. À cause de, vous voyez la forme de ces feuilles, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Cervicornis, corne de cerf. Je vais me remettre en plein écran. Donc Saxifraga pedemontana de sous-espèce Cervicornis. Bon, on la trouve dans les rochers plus ou moins ombragés et puis dans les pelouses fraîches. Donc j'ai dit c'est une endémique de Corse, de Sardaigne et puis île d'Elbe. Voilà le fameux lac qu'on a vu tout à l'heure donc sur le plan, le lac de Bastani. 2092 mètres d'altitude, hein, c'est pas sa surface ni sa profondeur. Et voilà un crocus. Alors, regardez comme ça, bon, il ressemble beaucoup au crocus printanier, en fait c'est Crocus corsicus. La botanique en Corse, bon, pour être un peu de mauvaise langue, c'est pas trop difficile, vous rajoutez corsicus
vous changez le nom d'espèce par Corsicus, et si c'est la même espèce, vous rajoutez sous-espèce Corsica. Bon, là, je suis un peu mauvaise langue. Hein. Il y a quand même des différences biologiques nettes. Hein. Les botanistes ne sont pas farfelus à ce point-là. Les botanistes corses chauvins au point de mettre un nom Corsicus partout, ça se justifie d'un point de vue botanique. Et là, malheureusement, on ne le voit pas. La différence avec le crocus, avec notre crocus, c'est la forme des antennes, des anthères et du style. Donc on ne le voit pas parce que c'est à l'intérieur. Alors, ouais, j'aurais dû aussi vous dire que ça avait eu lieu au début juillet, vers le 7, je ne sais plus les dates exactes, à partir du 7 juillet, et donc on était censé voir la flore estivale. Mais l'année était relativement tardive, la saison était tardive, et donc on a bénéficié aussi de printanières attardées, comme cet exemple de crocus, que normalement on n'aurait pas dû trouver en fleurs. Alors c'est un endémique Corse-Sardaigne. Alors voilà, la fleur blanche qu'on voyait tout à l'heure en même temps que la cynos, c'est cette plante-là. C'est Serrastium solerolei, c'est une Caryophyllacée, une famille des œillets. Alors là, on est à proximité de la crête. On voulait voir la flore de crête. Donc ça fait partie de la flore de crête. Même si on n'est pas juste à la crête, bien sûr, ces fleurs-là ne se limitent pas à la crête. À la proximité des crêtes ventées, on a aussi des plantes qu'on trouve sur la crête elle-même. Donc on est maintenant sur la flore typique des crêtes ventées. On va en voir un certain nombre d'espèces successivement. Donc ça, c'est une endémique corse. C'est le Serrastium solerolei. Mais il est extrêmement commun en Corse. Mais il est très variable, aussi bien dans sa taille, à la taille des plantes. En fait, surtout en montagne, vous savez tous que ça dépend aussi beaucoup des situations du sol, et surtout si on se trouve dans un espace venté ou pas. En général, en altitude, il y a beaucoup de vent, et donc les plantes sont plutôt basses, alors que si on trouve les mêmes en vallée, vous savez, si vous les avez transposées dans vos jardins, qu'elles sont toujours beaucoup plus grandes quand on est en plaine. Donc taille très variable selon la localité dans laquelle se trouve cette plante. Alors ça, c'est une plante, et ça fait des touffes extrêmement jolies. C'est une plante à ras du sol, mais la fleur est quand même assez grande. La fleur, elle peut atteindre 2 cm facilement. Donc c'est une belle plante, toujours à ras du sol. Elle est petite, maximum une dizaine de centimètres. Et puis elle se caractérise par son feuillage extrêmement serré et tomenteux blanchâtre. Le Canthomopsis alpina. Donc caractéristique, ce feuillage est caractéristique, et on la trouve donc dans les éboulis, les arènes granitiques et sur les pelouses. Alors c'est une sous-espèce, j'ai oublié de vous le dire, c'est le Canthomopsis alpina, mais la sous-espèce tomentosa, à cause de son feuillage. Et cette sous-espèce tomentosa est une endémique stricte de Corse. Alors, nous voilà sur la crête du Reynoso. Donc le sommet du Reynoso, il est là-haut. Hein. Vous voyez qu'on ira un petit peu plus loin, où il y a ces deux dissidents du groupe qui sont déjà en avant. Donc, puis on n'ira pas plus loin que ça. Voilà la crête du Reynoso. La crête du Reynoso, voilà les plantes, la disposition des plantes. Donc vous voyez, c'est du granit, bon, il est déjà un peu en granulé, il commence à se décomposer, et c'est là-dedans qu'on trouve ces types de plantes. Donc c'est ces plantes-là qu'on arborise en ce moment. Myosétis, alors celui-là, il s'appelle Corsicana, donc c'est pas toujours Corsicus ou Corsica, des fois c'est Corsicana. Donc Myosétis corsicana, on est sur la crête du Reynoso. Alors c'est une endémique là aussi strictement corse, présente, alors même plus que strictement corse, elle est présente uniquement sur le Reynoso et le Rotondo. Donc c'est une endémique de ces deux massifs. Et elle se caractérise essentiellement par sa pubescence. Bon, les myosotis sont assez difficiles à déterminer, mais disons que la pubescence de ces feuilles sont une des caractéristiques. On le retrouve donc sur les pelouses sableuses, hein, et dans les éboulis, et puis comme vous le voyez là, dans les fonds de rochers. Et elle peut faire, bon voilà, un autre exemple de touffe, vous voyez, elle peut faire de très belles touffes. Alors on retrouve cette Hypochyris robertia qu'on trouve sur la crête, alors évidemment avec une taille relativement réduite.
hein, et c'est une plante, vous l'avez dit, assez répandue, cette Hypochiris rodersia, donc en Corse. Et donc on l'a déjà vu plus bas, mais donc elle colonise, on la trouve aussi sur la crête, elle colonise des milieux extrêmement variés. Alors ça, donc une brassicacée, alors ça s'appelait avant tout simplement Draba verna, c'est la drave printanière, elle s'appelle maintenant Aerophylla verna. Alors c'est aussi, bon, elle n'est pas du tout spécifique de la Corse, elle existe dans nos Alpes, c'est aussi une printanière attardée, parce que normalement, bon, il y a déjà des fruits, on aurait dû avoir toute la plante en fruits au lieu d'avoir encore quelques fleurs. On le trouve dans les rochers, pour ça qu'on l'a sur la crête, et puis aussi dans les pelouses. Alors là encore une véronique, on l'a vu tout à l'heure, une véronique à feuilles beaucoup plus grosses, hein, qui était la véronique rampante. Là, c'est Veronica verna sous espèce Brevistilla. Brevistilla, plante donc très répandue sur la crête, et c'est une endémique de Corse et de Sardaigne, cette plante-là. Donc les fleurs sont minuscules. Les corolles font environ 2 mm. Et vous voyez que, bon, pas la peine de vous... mais je dis quand même que la plante est extrêmement velue, ça se voit. Hein. Des fois, ça ne se voit pas, mais là, c'est vraiment spectaculaire. C'est une de ses caractéristiques. Un tige et feuilles extrêmement velues, des fleurs minuscules, là, elle se reconnaît bien parmi les autres véroniques. Alors, une plante qui m'a plu beaucoup, c'est la suivante. On en verra tout à l'heure dans une autre balade, une touffe encore plus belle. C'est une Phytoma. Phytoma serratum. C'est une plante assez commune en Corse, mais qui est endémique. Endémique de Corse stricte, qui est assez répandue, on en a revu d'autres touffes, mais qui est vraiment spectaculaire. Elle a des fleurs magnifiques. Et les feuilles, comme vous le voyez, les feuilles sont... Bon, moi je pense que vous voyez, vous devinez qu'il y a des dents de scie le long des feuilles, c'est une de ses caractéristiques. C'est une plante qui peut atteindre une certaine hauteur, elle peut atteindre 25-30 cm. Hein. Puis les capitules peuvent atteindre 25 mm. Donc c'est quand même une grosse plante. Elle vit dans les rochers, les pelouses rocailleuses. C'est la seule réponse avec un RAI puis un C, la seule réponse de Corse. Hein. Phytoma serratum. Bon, alors, elle n'était pas sur la crête elle-même. D'ailleurs, la végétation autour, donc on n'est pas vraiment sur une crête, mais elle est juste sous la crête. Donc à partir de là, on va redescendre par un autre chemin, et donc on ne sait plus la flore des crêtes ventées qu'on va voir. Donc c'est plutôt la flore des flancs, et puis après la flore des podzines, du moins ce qu'on en verra. Parce il y a eu des brouteurs mal intentionnés qui sont passés avant, bon, on en reparlera tout à l'heure. Bon, là, il s'agit de l'aulne odorant, donc Alnus alnobetula sous espèce suaveolas. Alnus suaveolas, si vous voulez, c'est plus simple, l'aulne odorant. Et la sous-espèce cette sous-espèce suaveolas est aussi une endémique corse, stricte, et elle doit son nom, bien sûr, à son odeur l'odeur très forte de ses feuilles. On en verra d'autres. Alors là, c'est un versant, on est sur le versant exposé au nord, et donc on en verra d'autres dans ces zones-là. Voilà, on arrive, voilà. On ne peut pas régler un petit peu la netteté, j'ai l'impression que c'est sur l'appareil, j'ai l'impression que c'est parce que c'est sur le mur, peut-être. Bon, ça fait rien. Voilà. Enfin, sur mon écran, la nette. Oui, voilà, c'est bon, merci. Alors, en descendant ce versant à Alnus suaveolens, on arrive sur le début des podzines. L'ensemble des podzines, donc on a toujours une zone plate comme ça, de fond de vallée, et puis un certain nombre, vous voyez ici, on devine des rigoles qui sont remplies d'eau, et puis, bon, on va voir sur la suite qu'il y a des mares, telles que celles qu'on voit sur la photo suivante. Voilà, vous voyez, voilà, ça c'est typique, hein, une mare de podzine. Donc de l'eau, pas très profonde,
Et puis des bords comme. Enfin, le bord des ruisseaux, il est comme ça, il est un peu vertical, une vingtaine, une trentaine de centimètres de profondeur, c'est tout. Et là, les mares, c'est pareil. Alors, Jeanne Gamizan, c'est ce personnage qui est au milieu, là, qui est en train d'expliquer donc les caractéristiques des plantes de podzine. Alors, malheureusement, dans cette podzine-là, on n'a pas vu beaucoup de plantes en fleurs, parce que certains brouteurs étaient passés avant nous. D'ailleurs, ce brouteur nous observe sans avoir la décence de participer à la conversation. Voilà, et j'ai compté, je crois qu'il y en a 24. On voit surtout celle de la crête, il y en a 24. De ces sales bêtes qui sont passées quelques jours avant nous, quoi, qui étaient là et qui nous guettaient, quoi, pour nous narguer, évidemment. On continue à descendre, comme vous le voyez. Bon, là, il n'y a rien à dire, sinon que ce sont des botanistes. Alors, ça, c'est un Berberis, comme vous l'avez sans doute reconnu. Alors, en fait, c'est Berberis vulgaris qu'on a chez nous, mais c'est une sous-espèce, encore un coup. Alors, là, elle ne s'appelle pas Corsica ou Corsicana, elle s'appelle Aetnasis, parce qu'on la trouve sur l'Etna. Alors, donc, elle est évidemment donc pas spécifique de la Corse. C'est une endémique Corse, Sardaigne, Sicile évidemment, et Italie continentale. Alors, la différence avec la sous-espèce vulgaris qu'on trouve chez nous, c'est déjà sa taille qui est très réduite par rapport à celle de chez nous. Celle-là, elle mesure que ça fait des touffes au ras du sol qui atteignent 30 cm maximum, qui est nettement inférieure à la sous-espèce vulgaris. Alors elle est très commune en Corse, et ses rameaux sont très enchevêtrés. Là, je vous mets au défi d'essayer de traverser ces zones-là sans égratignure. C'est vraiment des rameaux enchevêtrés et des feuilles très épineuses. On ne peut pratiquement pas franchir ces zones-là. Ah, je croyais qu'il y avait une autre photo de Berberis. Non, ça ne fait rien. Là, alors, simplement une photo assez démonstrative de l'opposition entre l'Adret et l'Ubac. À gauche, on a l'Ubac avec du hêtre qui a souffert un peu du gel. Et à droite, on a des pins larichaux qui, étant donné la pente, ils doivent être au moins à midi perpendiculairement au rayon solaire. Alors qu'au contraire, sur le versant Ubac à gauche, les rayons ils doivent être juste parallèles à la pente, et donc ça fait qu'il y a tout le soleil, ce qui explique la différence flagrante de végétation. Alors là, il y a aussi quelques Homo sapiens qui se promènent par là, ils ne nous appartiennent pas. C'est pour vous décrire un peu la faune locale, en plus des chèvres, quoi. Il y avait d'autres choses. Ça, c'est un thym. Un thym, Thymus herba barona, assez commun en Corse, mais très commun, mais c'est une endémique de Corse au sol. Alors, en quoi diffère-t-il du thym vulgaire? Par ses feuilles non linéaires, qui sont plates, et qui sont pas velues, qui sont glabres. Le thym vulgaire, le thym commun, disons, a des feuilles plus linéaires, et puis qui sont légèrement velues. Au moins sur la face inférieure. Vous pourrez vérifier si vous en avez chez vous. Et puis cette plante est aussi moins haute, elle fait une quinzaine de centimètres maximum que le thym commun qui lui donc, peut atteindre 40 cm. Alors, ça fait des coussins, c'est des plantes en coussins et assez denses. Est-ce qu'elle a une odeur? Ah oui, et très odorant, comme le thym. Oui, ça a une excellente odeur. Dans la cuisine corse. Oui. Très odorant et. Voilà, bon, ça c'est une plante extrêmement commune qui existe tout le long de l'Atlantique et de la Méditerranée. C'est Jasion montana. Alors, elle s'appelle montana, sans doute, je ne sais pas, sans doute parce qu'elle a, je suppose que c'est parce qu'elle a été décrite la première fois en montagne, mais elle existe sur tout le littoral atlantique et méditerranéen. Bon, c'est une plante de forêt claire ou de sable, sable ou rocher, on la trouve un peu partout en fait. Enfin, c'est un beau bouquet, une plante très commune, et qui existe partout, mais je l'ai mis la photo parce que je trouve que ce bouquet est assez joli.
Alors là, vous avez reconnu sans doute une potentille. Hein. On peut grossir, si vous voulez voir. Voilà. Une potentille. Potentilla crassinervia. Donc, qui affectionne les fentes de rochers, comme vous le voyez. C'est un de ses habitats classiques. Hein. Les fentes de rochers, les falaises, les rochers. Alors, crassinervia, son nom, c'est relatif à ses nervures. Ses nervures sont très épaisses, la nervure des feuilles, bien sûr, et c'est de là que vient le nom. C'est une plante velue, glanduleuse. Et les feuilles de la base sont palmées, comme on le voit ici. On voit une... pardon. Ah, ça passe plus. Voilà, je sais. Voilà. Voilà une autre touffe, donc on voit bien les feuilles. C'est une endémique de Corse et de Sardaigne. Un bonnet typique, typiquement une potentille. Bon, c'est un piacé, c'est Mutellina corsica. Alors là, on est retombé dans l'étage montagnard. Hein. C'est pas une plante de haute altitude, une plante d'étage montagnard, hein, de pelouse, typique de pelouse. Bon, le rocher débouli, mais surtout de pelouse. Elle atteint le maximum une trentaine de centimètres, donc c'est pas une géante parmi les ombellifères, parmi les apiacées, on dit maintenant. Et elle se caractérise, mais ça, les ombellifères, c'est assez difficile à déterminer. Elle a des feuilles très découpées en segments linéaires étroits, mais c'est ce que j'ai noté, mais elle n'est pas toute seule comme ça parmi les ombellifères. Elle est très commune en Corse, on la voit partout, quand on circule en montagne, mais c'est une endémique aussi. Alors, une très belle plante, hein. Une encolie qui endémique de Corse, hein, donc il faut vraiment aller là-bas pour la voir. On en verra une autre touffe dans une autre balade. Elle est assez commune en Corse, on l'a rencontrée plusieurs fois, mais ça n'empêche pas qu'elle soit endémique. Et elle peut atteindre 50 ou même plus, elle peut atteindre jusqu'à 70 cm. Donc c'est une plante assez spectaculaire. Et les fleurs peuvent atteindre, bon, les plus grandes, ce n'était pas le cas de celle-là, peuvent atteindre 7 cm de diamètre. Bon, plante typique des rochers et des éboulis. Endémique, je crois que je l'ai déjà dit. Un myosotis. Bon, pas endémique de Corse, c'est commun dans toute la région méditerranéenne. C'est Myosotis pusilla. Pusilla, ça veut dire petit. Très petit, 2 à 8 cm de long seulement. Pas la fleur, la tige. Une plante extrêmement pubescente. Les Myosotis, comme j'ai déjà dit, sont assez difficiles à déterminer. Donc, je ne sais pas exactement les différences avec les autres espèces. Là, il faut se reporter à la flore de Gamizan pour avoir les détails. Ça, c'est une brassicacée encore, Barbaria rupicola. C'est une endémique, bon, plante très commune, mais endémique de Corse et de Sardaigne. Et ce qui la caractérise par rapport aux autres Barbaria, c'est les feuilles basales à pétiole assez longs et vous voyez à trois lobes, voilà une feuille par exemple, voilà 3 lobes, et vous voyez un lobe, un deuxième lobe, et ça c'est le troisième lobe, toujours extrêmement développé. Ça, c'est sa caractéristique. Des feuilles comme ça, on voit peut-être mieux sur celle-là, la longueur de la feuille, avec le lobe basaux petit et le lobe terminal extrêmement développé. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà, bon, pour la première randonnée. La deuxième randonnée, elle a toujours eu lieu dans la même zone. C'est la zone du mont Renoso, pardon, hein, mais sur un autre versant. Voilà, voilà le Rotondo ici, on voit le lac de Bastani ici, et donc on était à peu près par là. Là, on redescend sur l'autre versant, et là, c'est la seule balade qui va être en fait, qui ne va pas être consacrée aux crêtes, mais plutôt aux podzines, parce qu'on sera en fond de vallée. Je ne suis même pas sûr qu'on soit allé jusque si loin que ça, on est peut-être redescendu par ici. Et en fait, cette vallée, elle est extrêmement intéressante, c'est pour ça qu'on nous y a emmenés.
parce que donc il y a beaucoup de podzine, donc là on verra de la flore de podzine et il n'y avait pas de chèvre du moins quand on n'y était pas, où on est passé avant, et donc on verra des podzines typiques. Et alors le versant sud est complètement différent du versant nord. On va pas passer sur le versant sud, on va passer au fond de la vallée, puis on reviendra par le versant qui est exposé au nord, c'est-à-dire que dans les forêts de hêtres. Alors le quart, il nous a laissé, je ne sais pas exactement où, par ici. Donc on part du Val d'Aise et puis on va aller par ici. Et puis ensuite, au retour, le quart nous laissera un arrêt dans la Chênaie de Bastilica, parce qu'il y aura des choses intéressantes à voir. Alors, première plante, une renoncule. Renoncule cordigère, Renonculus cordigère, sous-espèce cordigère. Là, c'est pas difficile, c'est pas corsica pour une fois. C'est pas corsica, bien que ça soit une endémique de Corse et de Sardaigne. Alors bon, les fleurs, c'est une plante basse, les fleurs sont assez grosses, elles font 2 cm sur cette renoncule. C'est une plante, donc, dès le départ de la randonnée, donc de fond de vallée typique. C'est une plante aussi typique des zones de podzine. Alors évidemment, podzine, mais dès qu'on a un torrent, sur les berges des torrents, on peut la rencontrer. C'est une plante, bon, pas très commune, mais enfin on peut la rencontrer dès qu'il y a des zones humides. Pas très commune en Corse. Ça, c'est un autre Hypochéris. On avait vu Hypochéris robertia tout à l'heure. Là, c'est Hypochéris cretensis. Bon, ça veut dire qu'elle est de Crète. Alors, elle est plus grande que Robertia. Elle peut faire 10-40 cm. Quoique Robertia, on avait dit qu'elle était très variable. Mais Robertia, elle devrait atteindre 15-20 cm maximum. Mais la distinction, elle ne porte pas sur la taille, hein, parce que ces plantes sont très variables en taille, c'est un peu pas très malin de faire une distinction sur la taille, surtout en montagne. La distinction, elle porte sur la face inférieure, sur les capitules vues de dessous. On a plusieurs, bon, on va voir sur la photo d'après, on a des bractées, voilà dessous. Alors, les fleurs ligulées sont rougeâtres en dessous, mais ça c'était vrai aussi sur l'autre Robertia. Et là où on voit les bractées, on voyait qu'il y a trois niveaux de bractées de taille très différentes. Alors que Robertia a toutes les bractées au même niveau. Je n'avais pas fait de photo du dessous de Robertia, parce que je n'avais pas cette différence, mais je l'ai fait donc, sur cette plante-là. Donc on a là les bractées de taille très différentes, c'est ce qui lui permet de la différencier de l'autre. C'est une plante de pelouse qui est assez commune en Corse et ailleurs. Hein, elle n'est pas spécifique de Corse, c'est une méditerranéo-montagnarde. Alors ça, c'est la renoncule Ophioglossifolius. Bon, elle n'est pas du tout spécifique de la Corse, hein, elle est euro-méditerranéenne, hein, donc elle est assez répandue en Europe méditerranéenne. Elle fait une trentaine de centimètres de haut, elle a une tige un peu rampante, comme vous le voyez. Alors Ophioglossifolius, parce qu'elle a ses feuilles allongées, hein, qui ressemblent aux feuilles de l'ophioglosse. Alors c'est une plante des marécages, de pelouses inondées et des aulnaies, donc vous voyez typiquement de fond de vallée humide à Podzine. Un genêt, on n'avait pas encore vu. Alors celui-là, c'est Genista salzmani, sous-espèce Lobelioides. Alors c'est aussi une printanière attardée, hein, et on l'a vu en fleurs, on aurait dû voir que des restes de fleurs, alors qu'on a vu des touffes superbes. Alors ce genêt, il peut tapisser les versants dans certaines situations. On en verra sur la photo suivante. Et alors, il a un port, disons, il y a deux variétés dans l'espèce salzmani. Il y a la variété Lobelioides qu'on a ici et la variété salzmani. Alors la variété salzmani, au sens stricto, elle a un port buissonnant, c'est plutôt un buisson, alors que là, on a des touffes à ras du sol. Donc il y a un port en coussinet.
Et vous allez voir sur la photo que ça peut aussi, les coussinets peuvent être, vous voyez, regardez, voilà, on a vraiment un coussinet quasi continu sur toute cette surface-là. Alors, la variété lobelioides est strictement endémique de la Corse, celle qu'on voit là, alors que la variété Salzmani, elle existe aussi en Sardaigne et en Italie continentale. Donc là, on a vraiment affaire à l'endémique, à la variété lobelioides. Alors, je vous montre un peuplement aussi de Genussa salzmani lobelioides, qui a existé l'année d'avant, mais qui a été brûlé par un incendie. Vous voyez, mais bon, donc c'est ligneux, ça a des racines, donc ça va repartir. Mais il n'empêche que le jour de l'année de la visite, c'était pas extraordinaire. Là, on a vu pas mal de zones incendiées. Vous voyez, par contre, le versant où il y a les hêtres, le versant plus au nord, il a évidemment échappé à l'incendie. Alors là, il s'agit d'un gallium. C'est Gallium corsicum. Alors ils font fort là, les botanistes corses, parce que c'est corsicum sous-espèce corsicum. Comme si on n'avait pas compris. Alors, très joli. Les galliès, généralement, ça n'a rien de spectaculaire, mais celui-là, il est très joli à cause de ses fleurs rougeâtres. Il est facile à reconnaître comme ça. Fleurs rouges vineux. Alors, il est endémique de Corse et de Sardaigne, mais il est extrêmement commun. On le rencontre souvent en Corse. Dans les pelouses, puis même dans les forêts, à condition qu'elles ne soient pas trop denses. Mais généralement, les forêts de pins, c'est pas très très dense. Voilà un peu le fond de vallée, donc avec je crois que c'est des genêts qu'il y a au sol, hein, et ouais, j'ai noté, c'est des genêts défleuris. Ça, c'est un sorbier. Ce sorbier, c'est le Sorbus ocuparia, mais encore une sous-espèce. Une sous-espèce qui est endémique de Corse, Calabre et Sicile. C'est une sous-espèce prémorsa, je crois que je l'ai pas dit, prémorsa, pardon. Donc Sorbus ocuparia, sous-espèce prémorsa, endémique de Corse et de Sicile. Alors, qu'est-ce qui la distingue de l'espèce ocuparia? L'espèce ocuparia, la sous-espèce ocuparia typique n'existe pas en Corse. Alors qu'est-ce qui la distingue? Eh bien, ce sont les caractéristiques des feuilles. Les folioles en particulier, les folioles sont moins allongées que la variété ocuparia typique, mais surtout, on a des dents extrêmement marquées qui peuvent être dédoublées. Bon, là, on n'a pas de dents dédoublées, mais elles peuvent être dédoublées. Et c'est ces dents très marquées qui sont une caractéristique essentielle de la sous-espèce prémorsa, qui est la sous-espèce corse. Alors là, cette plante était extrêmement abondante en fond de vallée parce qu'elle se développe dans les forêts fraîches et les bordures de ruisseaux aussi. On a Paronychia polygonifolia. Alors, bon, qui n'est pas du tout spécifique de Corse, mais enfin c'est une plante intéressante, c'est une Caryophyllacée, et on la trouve dans toutes les montagnes méditerranéennes. Donc c'est une plante qu'on ne trouve pas non plus dans nos Alpes, ou du moins pas dans nos Alpes du Nord. Voilà, un paysage typique du Val d'Aise. Vous voyez, vous retrouvez les sorbiers ici. Vous retrouviez les hêtres ici, les types de végétation qu'on a vu aussi dans les autres fonds de vallée, quand on avait vu aussi les podzines précédemment. Alors voilà un plantain. Un plantain à fleurs moins jolies que celle du plantain qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le plantain de Sardaigne, Plantago sarda, sous-espèce sarda. Vous voyez, donc les gens de Sardaigne font comme les Corses, hein, c'est sarda. Et on l'appelait avant Plantago insularis. Le plantain de Sardaigne,
Et il est caractérisé par rapport aux autres espèces de plantains par des feuilles linéaires, non découpées, des feuilles entières et non dentées. Et il est extrêmement en Corse, hein, c'est une endémique corso-sarde. Alors les gens de Sardaigne auraient pu l'appeler Sarda corsica quand même, hein. C'est vrai. Bon, voilà, on n'a pas été plus loin que la photo précédente, hein. On est revenu en arrière, mais en passant par le côté où il y a les hêtres, c'est-à-dire par le versant exposé au nord. Alors, on va voir, pour le versant nord, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de hêtres. Alors, c'est des hêtres qui sont vraiment spectaculaires, pas par leur taille, parce qu'ils ont été souvent esquintés par la neige ou par le vent, et l'acide est souvent cassé, donc ils ne font pas la taille des hêtres qu'on trouve dans nos régions tempérées. Mais ils sont vraiment spectaculaires par leur diamètre, par leur forme. Ils ont souffert du vent, ils ont souffert de tout, et ils ont souvent des formes tarabiscotées qui sont vraiment spectaculaires. Il y a beaucoup de... Chaque massif n'a pas une étendue considérable, mais il y a beaucoup de ces massifs sur ce versant-là. Donc le nom latin, c'est avec du sylvatica, ça doit être classique. Alors, caractéristique des forêts montagnardes humides, mais ces zones humides sont des milieux nécessaires pour les développements de hêtres. Alors les sujets, ils sont âgés, très âgés, comme on voit sur ce sujet-là, et comme je vous l'ai dit, très variés, et ces déformations sont dues donc, c'est énervant ça, sont dues donc à la neige ou au vent. Voilà un sujet assez spectaculaire. On va en voir d'autres. Voilà, regardez, c'est vraiment... Alors évidemment, pour ceux qui s'amusent à reconnaître des sculptures ou des formes ou des visages dans le hêtre, là, ils sont comblés parce que pratiquement dans chaque hêtre, on peut trouver une imitation de quelque chose. Bon, on va pas s'amuser à ça. Voilà un autre peuplement. Bon, on va laisser tomber les lettres. Voilà un tlaspi. Tlaspi brevistilum. C'est un tlaspi qui peut atteindre une dizaine de centimètres. Alors, c'est une endémique encore de Corse et de Sardaigne, donc qu'on trouve dans les pelouses et dans les éboulis. Alors, ces caractéristiques, c'est comme pour le crocus tout à l'heure, c'est le style. Mais on ne voit rien ici, hein, donc je vous l'indique simplement pour montrer qu'il diffère des autres tlaspi. D'ailleurs, je ne peux pas vous le montrer. Alors ça, on l'a déjà vu précédemment. Hein. C'est la Véronique rampante, la Veronica repens, qu'on avait vu dans la randonnée de la veille, mais qu'on retrouve là, parce que c'est une plante des podzines, comme je vous l'avais indiqué précédemment. Donc il n'est pas étonnant qu'on la trouve dans cette vallée qui est vraiment riche en podzines. Donc, j'ai dit, c'est une endémique corse. Alors ça par contre, c'est pas du tout une endémique, on en trouve un peu partout. Hein. C'est de nard raide, c'est Nardus stricta. Nardus stricta, qui est extrêmement commune, c'est une euro-sibérienne, donc vous voyez, on la rencontre dans toute l'Europe. Caractéristique des pelouses et des podzines, hein, et bien sûr, hein, puisque c'est dans les milieux, les prairies humides, disons. Alors ça, par contre, c'est complètement différent. C'est aussi, donc c'est commun en Europe, c'est pas du tout endémique de Corse, c'est aussi caractéristique des podzines, des bords de ruisseaux, des pelouses humides. Donc c'est une hépatique. Alors on appelle en français l'hépatique à tal. Le tal, c'est ça. Et puis là, les organes fructifères sont là. Hein, c'est l'unularia cruciata en latin. L'hépatique à tal. On a les corbeilles caractéristiques hein, qui contiennent les propagules qu'on voit là. Et le tal, c'est ça. Le tal, si vous voulez, c'est à la fois la tige et la feuille de la plante, si on peut parler ainsi pour ces plantes-là. Alors évidemment, on s'est beaucoup intéressé à cette plante. Je vais prendre photo parce qu'on avait des gens qui étaient spécialistes de ce genre de plantes, de ces hépatiques. Alors bien sûr, ils se sont fait plaisir, puis ils ont fait plaisir aux autres en même temps. Voilà, typique, là, donc c'est cette zone de podzine. Vous voyez ces ruisselets, bon, là on ne voit pas beaucoup de marbre, mais il y a des ruisselets un peu partout qui sont assez encaissés. Et puis on voit même là un remonte de pente, je ne sais pas ce qu'il fait là. Parce qu'il ne doit pas avoir souvent de neige par là. Et surtout maintenant, il n'y en aura plus. Hein.
Et voilà les types de ruisselets qu'on a. Vous voyez, les types de ruisselets très encaissés. Bon, c'est difficile d'avoir à la fois les ruisselets et les mares, mais on l'aura sur une autre photo, dans un autre endroit. Bon, ça c'est une plante qui est une endémique qui est peu fréquente, hein, de Corse et d'Espagne. C'est un scléranthus burnati, de la famille des œillets. Alors ça forme des petits coussinets comme ça de quelques centimètres de haut, pas plus de 5 cm de haut à peu près. Et bon, on connaît chez nous le Scléranthus annuus, le scléranthe annuel, et là les touffes sont beaucoup plus serrées que le scléranthe annuel. Le scléranthe annuel est plutôt lâche, lui il est fréquent sur le continent, le scléranthe annuel. Donc ça c'est Corse, endémique de Corse et noté d'Espagne. Donc endémique d'Espagne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais Corse et Espagne. Un œillet, vous avez reconnu. Alors c'est le alors là, attention, Dianthus sylvestris, sous-espèce longicolis, variété Godronianus. Alors, ben non, mais pourquoi on va jusqu'à la variété? Parce que comme ça on peut dire que c'est une endémique, une variété endémique commune de Corse, Sardaigne, et on la trouve même en Provence. Alors on ne peut pas guère parler d'endémique quand même, à ce niveau-là. Hein. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est particulier, cet œillet-là? Il n'a pas d'écailles sur la tige, l'ont certains œillets. Hein. Bon, on ne voit pas bien ici, hein. J'ai déjà essayé de grossir, on n'en voit pas bien sûr, puisqu'il n'y en a pas, mais je ne sais pas si on les verrait s'il y en avait ces écailles. Donc, Dianthus godronianus, on va dire tout simplement comme ça. Alors ça, c'était pas dans la Pozzine. Je vous ai dit qu'on allait faire un arrêt dans la forêt, dans la chaînette Bastelica. Donc c'est dans cette chaînette-là, dans la chaînette Bastelica. On n'est plus dans le fond de vallée, on est dans la chaînette. Bon, une plante qu'on trouve dans les éboulis. Ici, c'était sur un talus en bord de route. Bon, donc un talus en bord de route, c'est comme un éboulis. Hein. Donc endémique commune, je vous l'ai dit, de Corse, Sardaigne et Provence. Au même endroit, donc, alors ça c'est très commun dans toutes les communes, toutes les lisières d'Europe, friches, prairies, clairières. Donc c'est un Verbascum pulverulentum, plante très tomenteuse, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle pulverulentum. Ça aussi c'est extrêmement commun, il y en a même par chez nous. Hein, c'est le Clinopodium vulgarine, l'amiacée, qui est très commune dans toutes les clairières et les lisières d'Europe. Enfin, elle se trouvait à cet arrêt-là. Et puis aussi un Teucrium très commun, un Teucrium scorodonia, très commun en forêt et lisières forestières de presque toutes les forêts européennes. Bon, ça par contre c'est plus intéressant, c'est la garance voyageuse, Rubia peregrina, mais de la sous-espèce Requilieni, c'est la garance voyageuse de Corse. Elle ne s'appelle pas Corsica celle-là. Peregrina Requilieni, alors c'est une sous-espèce à feuilles lancéolées, étroites, et souvent longue. Et pas du tout la garance voyageuse du continent, elle a les feuilles plutôt elliptiques. Hein, donc ce n'est pas du tout le cas de celle-là. C'est comme ça qu'on la reconnaît. On la trouve dans les forêts, dans les maquis, comme la garance voyageuse classique. Ensuite, après cet arrêt en forêt de Bastelica, dans la chaînette de Bastelica, on a été faire on rentrait, le car passait par la forêt, par la vallée de la Restonica pour aller jusqu'à Corté, parce que c'est un sacré trajet quand même pour aller de Corté jusqu'au Val d'Aise. Il faut passer le col, il faut remonter la vallée de la Restonica, passer le col et faire un détour pour aller jusqu'au Val d'Aise. Donc là, on est revenu par le même chemin, et donc on est revenu par la vallée de la Restonica, et on a fait un arrêt intéressant pour différentes raisons. Voilà la forêt. Donc c'est la retraite de Vitzavone. Vitzavone, c'est un village le long de la vallée de la Restonica. Alors 3 plantes intéressantes qu'on a vues. Celle-là, bon, c'est pas la peine d'aller en Corse pour voir ça, mais c'est quand même une plante intéressante. Ça fait toujours plaisir
de voir la céphalanthère rouge, Céphalanthera rubra. Alors elle existe en Europe continentale, elle existe en France. Elle n'est pas si fréquente que ça en France, mais elle existe en France. Plus intéressante, cette plante. Cette plante, c'est encore une ancolie, Aquilegia dumeticola. C'est une ancolie endémique de Corse et d'Italie, qui est assez commune, assez commune, mais on l'a vu, c'est les seuls pieds qu'on a vus, la seule fleur qu'on a vue sur le pied. Peut-être parce que normalement elle fleurit plus tôt et que la saison était en retard. C'est une plante donc, qui peut monter assez haut, elle peut pousser jusqu'à 60-80 cm. Par contre, c'est surtout pour ça qu'on faisait l'arrêt. Alors pour le botaniste de base que je suis, bon, ça n'a pas une plante spectaculaire, mais pour les botanistes chevronnés, pour eux, ils iraient pratiquement en Corse uniquement pour ça. C'est une astéracée très intéressante. C'est un hieracium Symphytaceum rodgesianum, qui vit dans les forêts et les ripisylves. Elle est endémique, très rare, même en Corse. Elle est strictement endémique de Corse et très rare. Elle est même endémique de la vallée de la Restonica. Pour ça, je vous dis que les botanistes chevronnés, on irait bien en Corse que pour voir ça. On ne la trouve que là, que dans la vallée de la Restonica. Et c'est parce qu'on avait un guide spécialisé en flore de montagne corse qu'on a pu la voir. Il savait exactement où elle était, donc sur ce bord de route. Alors, troisième randonnée. Alors là, on va changer de secteur. On va aller donc dans la région du Monsinto. Alors quel était l'objectif? Alors, il faut remonter toute la vallée. On va revenir sur la photo d'avant. Pour aller remonter, alors il faut partir de Corté, passer par là, remonter toute la vallée de Lascaux. Ascaux, c'est un village aussi de Corse qui se trouve là. Et donc, on arrive au départ du sentier du Cinto, voilà, qui est là. Le dit le Haut-Ascaux, où il y a juste une espèce de refuge de restaurant. C'est pas un village, le Haut-Ascaux. Et puis ensuite, l'objectif, c'était de suivre ça, de passer par là, voilà, et puis d'aller jusqu'ici, voilà, il est là, jusqu'à un lac qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je suis en train de rechercher, le lac d'Argentou. Bon, malheureusement, il y a eu des menaces d'orage très sérieuses, comme vous le verrez sur une photo. On n'a pas été saucés, mais par prudence, donc les organisateurs ont décidé qu'il valait mieux faire demi-tour quand on était là. C'est pas la peine d'être pris sous un orage en Corse. Il n'y a pas que la pluie qui peut être néfaste sous les orages montagnards. Je parle du Corse, mais montagne, il vaut mieux faire attention aux orages. Donc on est parti bien sûr donc depuis on a remonté la vallée d'Ascaux, donc voilà la vallée qui me conduit au Haut-Ascaux, et on arrive au départ du Cinto, voilà, au départ du sentier du Cinto. Alors, donc il va jusqu'au sommet du Cinto. Je sais pas trop en passant par où, parce que moi, il y a plusieurs dizaines d'années, j'étais monté en haut du Cinto, mais par l'autre côté. Donc je ne sais pas par où il passe, puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout. Donc, pour aller... on traverse bien sûr la forêt, puisqu'on est parti de la vallée, on traverse la forêt de Pinus laricio. Alors, laricio, c'est une sous-espèce, c'est Pinus nigra, c'est le pin noir de Corse. Pinus nigra laricio. Alors là, un exemplaire particulièrement joli et qui n'a pas été esquinté par la foudre ni par la neige. Alors, en forêt, alors le but c'était toujours de voir la flore des crêtes ventées. Bon, là, on n'a pas été jusqu'à la crête, on a vu quand même des plantes intéressantes. Bon, là, en forêt, on a quand même vu un exemplaire de Ruta corsica. Alors, c'est la rue, la rue corse, et c'est une endémique de Corse et de Sardaigne. Et caractéristique de l'étage montagnard, on est en forêt. Alors elle se sépare des autres espèces, d'après ce que j'ai pu lire, parce qu'elle possède des pédoncules denticulés, bon on ne les voit pas là, et puis des fleurs blanches jaunâtres, bien que ce soit, enfin oui si on veut c'est jaunâtre, si on veut, voilà. C'est Ruta corsica, c'est donc une endémique.
endémique corso-sardine. Par contre, on a vu des choses qui pour moi sont plus... Enfin, bon, c'est pas encore là. Alors là, c'est un pin à l'Aricio qui a été foudroyé. Alors bon, il est en train de pourrir sur place parce que cette zone de forêt est une réserve naturelle, donc on ne touche pas, on laisse le bois se décomposer. Donc c'était extrêmement intéressant, en particulier pour les insectes xylophages et pour les champignons. Alors voilà, les choses curieuses, voilà, c'est ce que j'appelle l'amour chez les arbres. Hein, à mon avis, il s'agit de deux arbres qui s'aimaient tellement dans leur jeunesse qu'ils ont décidé de vivre toute leur vie enlacés. Donc plus sérieusement, c'est en fait deux pins laricio qui ont été foudroyés, et, donc ont dû perdre leur cime sans doute par la neige ou par la foudre. Et quand vous savez, quand la cime d'un arbre est coupée, ben, les branches latérales cherchent à remplacer, à permettre la croissance de l'arbre. Et donc, comme les arbres étaient proches l'un de l'autre, eh bien les branches latérales se sont emmêlées, quoi. Mais enfin, c'est assez spectaculaire quand même. Alors voilà, on sort de la forêt, on a fini de traverser la forêt de pins laricio. Alors on est versant nord ici avec du genévrier nain. Et puis, alors on a vu encore le même œillet que tout à l'heure, hein, l'œillet Gaudronianus. Bon, simplement là, au lieu d'être bleuâtre, il était blanc. C'est la même chose, c'est le même œillet que tout à l'heure. Donc versant nord, je vous ai dit, versant nord avec genévrier nain, et puis le versant sud avec le genévrier commun. Et mélangé avec l'aulne odorant qu'on a vu tout à l'heure. Hein, le genévrier commun, et puis l'aulne odorant ici, donc avec ses feuilles très odorantes. Ça, c'est une fraise, Euphrasia nana, une fraise naine. C'est la seule fraise de Corse. Alors, c'est la seule fraise et c'est une endémique de Corse et de Sardaigne. Elle est dans les pelouses et dans les zones de buissons nains. Une cardamine residifolia, bon, qui n'est pas du tout endémique de Corse, hein, commune dans toutes les montagnes d'Europe du Sud. Et éboulis, pelouses, rochers, etc. C'est pour ça qu'on la trouve à la sortie de la forêt. Par contre, plus intéressant, et ce qu'on attendait depuis longtemps, ça, hein, c'est ce qu'on appelle l'immortelle de Corse, et qu'on appelait avant Electrisum frigidum, parce qu'on la trouve dans les lieux où il y a eu de la neige, et qui se rappelle maintenant d'un nom à coucher dehors qui s'appelle Castroviejoa frigida. Il y a toujours le frigida, Castroviejoa, donc c'est le nom de genre qui est adopté maintenant. Alors c'est l'immortelle de Corse, à mon avis c'est un des emblèmes de la montagne corse, cette plante. Hein. Les botanistes qui vont en Corse, même les botanistes de base, veulent absolument voir cette plante. Elle n'est pas très rare, on la trouve, pas souvent, mais si on se balade un peu en montagne, il y a des rochers, on finit toujours par la trouver. Une des fleurs les plus emblématiques de l'île, hein, qui atteint une dizaine de centimètres de haut, toujours dans les fentes de rochers. C'est une plante solitaire. Et les feuilles il y a une fleur par tige. Endémique de Corse et de Sardaigne. On la trouve aussi en Sardaigne. Et puis, comme je vous dis, forcé d'abréger parce que, vous voyez, l'orage approche. Alors, je vous montre qu'une photo, il y en a eu des pires que ça. Bon, et donc, tout le monde fait demi-tour. Malgré tout, donc, il y a des attardés qui s'obstinent à faire des photos alors que tout le monde doit faire demi-tour. Donc, j'ai fait partie, bien sûr, parce que c'est intéressant. Ça, c'est une endémique, elle est commune, endémique de Corse, de Sardaigne, mais on la trouve aussi en Espagne et dans les Cévennes. Hein. C'est le Sedum brevifolium, le Sedum à petites fleurs. Les feuilles sont courtes, atteignent 2 mm, 3 mm. Et c'est vraiment un beau Sedum avec ses tiges rouges, des touffes magnifiques. C'est pour ça que je n'ai pas obéi aux ordres tout de suite. Alors, donc on a descendu assez vite, on n'a pas été saucé. La saucée a eu lieu pendant qu'on était dans l'abri de restaurant. Et puis ensuite, on a
on a fait bon, bien sûr, le car a fait le retour vers Corté, mais on a fait un arrêt en route pour voir des plantes assez intéressantes comme celle-ci. Ça, c'est en amont du village d'Ascaux. C'est une éricacée, c'est une bruyère, c'est Erica terminalis. Erica terminalis, parce que les fleurs sont à l'extrémité des tiges, mais c'est une bruyère très haute, une bruyère qui peut atteindre 2,50 m, qui est pas rare. Hein. Une bruyère, on la trouve plutôt dans les zones humides, mais elle est largement répandue, surtout dans la partie ouest de la Corse. On la trouve fréquemment quand on va dans cette zone-là. Pardon, je vous dis des petits. J'espère que je ne vous ai pas dit que c'était une endémique. On en trouve dans toute la zone méditerranéenne, enfin la partie ouest de la Méditerranée. Erica terminalis. Donc, maquis ripicole, ripicile. Alors voilà, la plante dont on a vu les feuilles tout à l'heure, mélangées avec la pinguicule, c'est cette plante-là. C'est le Nartessium reverschonii. L'espèce reverschonii, elle est endémique de Corse. Elle est commune en Corse. Enfin, commune, on ne voit pas si souvent que ça, mais elle est assez commune quand même. Et c'est une plante qui est plutôt de début d'été. Donc on était à peu près correct pour la voir. Alors on en a une qui ressemble à ça dans les Pyrénées, qui s'appelle Nartessium ossifragum dans les Pyrénées, et qui diffère donc de celle-là. Malheureusement, j'ai pas noté, je m'avance un peu parce que je n'ai pas noté les caractères de différenciation. Bon, mais les deux espèces sont près des sources, dans les suintements et dans les zones humides. Bon, donc la randonnée ayant tourné court, je vous parle tout de suite de la suivante. La randonnée qui nous a permis d'aller au lac de Melo et de Capitello. Donc il faut monter en car, bien sûr, à la vallée de la Restonica. Et puis on arrive au départ jusqu'aux bergeries de Crotel. Et puis là, eh bien, alors la route ne va pas plus loin. Et de là, il y a un sentier donc, qui vous mène au lac de Melo d'abord, puis au lac de Capitello, de 200 mètres plus haut. Alors évidemment, on a revu pas mal de plantes qu'on avait vues les jours précédents. Donc, sauf exception, parce que ce sont des plantes spectaculaires, je vais vous présenter que celles que je ne vous ai pas présentées précédemment. Ça ne servira à rien de répéter la même chose. Bon, voilà le départ. Et alors, l'objectif, je ne sais plus s'il se trouve là-haut ou là-haut. Enfin, le but, quand j'ai pris la photo, c'est de vous montrer par où on allait passer, mais je ne m'en rappelle plus. Alors là, on a un thym qu'on a déjà vu. Thymus herba barona. On l'a déjà vu lors de la première randonnée. Voilà, il a une très belle touffe. Hein. Je rappelle, c'est une endémique de Corse, celle-là. On a une plante qui n'est pas du tout endémique, hein, qui s'appelait avant Posedanum ostrutium. Hein, c'est une apiacée qui s'appelle maintenant Imperatoria ostrutium. C'est beaucoup plus noble de s'appeler Imperatoria que Posedanum, c'est vrai. Bon, mais c'est une plante magnifique qui peut atteindre 1,50 m. Vous la connaissez sans doute. Hein, c'est une plante caractéristique des mégaphorbiers, des bords de torrents, des éboulis humides, etc. Elle n'est pas commune, hein, elle n'est pas endémique en Corse, je veux dire, elle est commune dans toute l'Europe du Sud. Et puis, une qu'on a déjà vue aussi, c'est celle-là. Là, la touffe était tellement belle que je l'ai remise. Hein. On l'avait vue lors de la première randonnée. Mais là, on a donc, je répète, c'est une endémique corse, c'est une touffe particulièrement belle, celle-là. Et puis, on a vu tout à l'heure un Sésamoïdes, donc une plante qu'on avait vue avec les fleurs rosées. Ici, les fleurs sont blanches, c'est Sésamoïdes clusii, contrairement donc à Sésamoïdes purpurescens qu'on a vu tout à l'heure, lors de la première randonnée. Alors, à peu près le même milieu, les pelouses, hein, les pelouses sableuses, les éboulis. Et elle n'est pas endémique de Corse, celle-là, elle est commune dans toutes les montagnes méditerranéennes. Alors là, ça c'est une plante intéressante. C'est une valériane, comme vous l'avez reconnu sans doute. La valériane à feuilles rondes. Bon, vous comprenez pourquoi, rondifolia, qui peut atteindre une cinquantaine de centimètres. Et ces feuilles sont une de ses caractéristiques. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Feuilles rondes et entières. Hein.
pas lobée et pas denticulée. Alors, on la trouve, c'est une plante des mégaphorbiae, mais vous voyez qu'on trouve aussi dans les formes des rochers, éboulis, falaises ombragées en général, et c'est une endémique corse, encore celle-là. Alors une pulsatille, c'est la pulsatille alpine. Vous allez me dire pourquoi il nous montre cette pulsatille, on en a vu partout, c'est vrai, mais là évidemment on est en Corse. Alors on en a une qui ne s'appelle pas corsicale, elle s'appelle Cyanea, ce qui veut dire pas la même chose d'ailleurs. Hein. Pulsatille alpina sous-espèce Cyanea. Alors, je ne vous présente pas la pulsatille alpine parce que vous la connaissez, et malheureusement, je ne peux pas vous présenter les caractéristiques de celle-là parce que ce sont ces feuilles de la base qui fait la différence. Hein. Je n'ai pas pris de photo de la plante entière, malheureusement, donc je ne peux pas vous présenter les caractéristiques. Les feuilles de la base sont à 2 ou 3 lobes, hein, et on a une seule fleur par tige. Et je crois que c'est effectivement une différence aussi avec la pulsatille alpine qui pourrait avoir plusieurs fleurs par tige, sauf erreur de ma part. Bon, rocher, éboulis, pelouse, donc même type de milieu que la pulsatille alpine de nos montagnes. Arrivé au lac de Mélo, le lac de Capitello se trouve un peu plus haut à droite. Hein. Arrivé au lac de Mélo, le premier lac, bon, repos, un temps pour faire le point sur là, il y en a un qui répare son sac à dos, il y en a d'autres qui demandent des explications sur les photos qu'ils ont faites, voilà, puis d'autres qui se reposent tout simplement. Bon, on repart ensuite, on n'a pas fait d'arrêt très long, simplement pour attendre un peu les retardataires. Et en route vers le lac vers le lac de Capitello, donc une dernière vue sur le lac de Mélo, qui finalement, à mon avis personnel, est plus beau que le lac de Capitello au-dessus. En route, donc, une brassicacée encore, c'est Coincia monensis, sous-espèce Kéranthos, qui anciennement, vous la connaissez sans doute sous le nom de Rhynchosinapis kéranthos. C'est une plante commune dans toutes les montagnes européennes et qui vit dans les éboulis et dans les rochers. Encore une plante commune de tout l'arc arctico-alpin, c'est le Silène rupestris, une caryophilacée, c'est le Silène des rochers, ce que veut dire son nom. Alors, rochers, pelouses, sableuses, éboulis, très commune donc dans toutes les Alpes. Bon, plus intéressant, le plantain on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le Plantago sarda, le plantain de Sardaigne, on l'a déjà rencontré dans la deuxième randonnée. C'est une endémique corso-sarde. Alors là, c'est Armeria multiceps. Armeria multiceps, alors vous voyez que contrairement à l'Armeria blanche qu'on a vue tout à l'heure, toutes les feuilles sont plaquées sur le sol à la base. L'Armeria tout à l'heure qu'on avait vue blanche avait les feuilles de la base qui étaient dirigées vers le haut de la tige. Et là, c'est aussi une endémique corse qui est très commune, mais qui est endémique quand même sur le Corse. Le lac de Capitello, alors si je vous dis que personnellement je le trouve moins, bon il a son charme aussi, hein. Si je veux dire que je le trouve moins beau, ce sont les alentours immédiates, on n'a que des falaises tout autour, hein. Pas vraiment de végétation comme on a un peu arborée comme on l'a vu tout à l'heure. Le lac de Capitello, bon, on a pique-niqué là-dessus, et évidemment quand on pique-nique dans la nature, on n'est jamais tout seul, il y a toujours des pique-assiettes, hein. Donc c'est le chocard, hein. Chocard avec jaune, attiré par notre repas. Et puis là, si vous regardez bien ici, vous avez des gens encore plus farfelus que les botanistes qui sont là. Vous voyez là. On a 3 alpinistes. Alors, je suppose qu'ils ne vont pas chercher des plantes, ils s'en fichent un peu. Et en fait, je ne sais pas, on les a suivis, bien sûr, ça a été l'abstraction du repas, mais ils ont été jusque par là, et puis ils sont revenus, ils ont abandonné le trajet. Dommage. Enfin, bon, c'est peut-être mieux pour eux. Il fallait les voir quand même d'où on était. Hein. Alors, il y en a qui ont les yeux perçants et ils me l'ont fait remarquer. C'est beau, hein. Oui, c'est beau. Bon, une gagée. C'est la Gagea solerolii, juste à côté du lac. Hein. Alors, il y a 8 espèces de gagées en Corse. Celle-ci n'est pas spécifique de la Corse, on la trouve aussi en Sardaigne, dans les Baléares et aussi dans les Pyrénées d'ailleurs. Donc la géographie, il y aurait une répartition géographique quand même
assez limité, mais pas au point des autres endémiques dont on a parlé. Gagia solerolii, qui est relativement haute quand même, puisqu'elle peut atteindre 20 cm. Alors là, voilà. On appelait avant, c'était très facile, le Poa violacea, le paturin violet, c'était vraiment très facile à reconnaître comme ça, mais c'était trop simple, donc maintenant il s'appelle Bellardiocloa variegata. Ça fait tout de suite plus noble. Donc, d'un point de vue génétique, ça se justifie sans doute, je ne connais pas. Donc c'est une belle graminée violette qu'on a trouvée un peu partout autour du lac, qui est caractéristique des pelouses plus ou moins écorchées. Et c'est donc le paturin violet, c'est pas spécialement une endémique corse. Une potentille qui, elle, est endémique de Corse, c'est la sous-espèce qui est endémique de Corse, c'est Potentilla anglica neogenes, qui a été remarquée dans la descente du retour. Alors, la variété nésogenèse se distingue de la variété classique anglica, laquelle n'existe pas en Corse, par des feuilles arrondies à leur extrémité. Et malheureusement, là, j'ai eu beau chercher sur la photo, je n'ai pas trouvé de feuilles typiques arrondies à son extrémité. Bon, je suppose qu'elles sont quand même denticulées. Bon, peut-être celle-là a cette forme arrondie. Bon, pelouse humide, podzine, donc cette variété nésogenèse est endémique de Corse. Et puis, l'herborisation a rapidement tourné court, là, pas à cause de menaces d'orage, mais par une averse, vraiment un véritable déluge. Alors, tout ce que j'ai eu le temps de faire, vous voyez, ils sont tous en train de courir là, pour descendre, courir si on peut sur un chemin comme ça. J'ai juste eu le temps de faire, de prendre cette photo, et puis de ranger mon appareil à l'abri de la pluie, et puis j'ai suivi tout le monde. Et vous voyez le trajet qu'on a fait sous des véritables averses, jusqu'à là. Vous doit être bien saucé, quoi. Enfin, bon, ça fait partie des plaisirs de la botanique. Cinquième et dernière randonnée, le lac de Nino. Alors pour aller au lac de Nino, on remonte en quart la vallée du Golo, et puis on monte ensuite par là, et on débouche jusqu'à un col, on va le voir sur le schéma suivant. On suit la route de la vallée du Golo, on suit ce sentier-là, et puis on arrive à un col qui est le Bocca a Stazzona et qui débouche sur la vallée du Tavignano. Et la vallée du Tavignano, en fait, si on la prend, il n'y a pas de route. Bon, il y a un sentier de randonnée, on peut aller retourner jusqu'à Corte par la vallée du Tavignano. Donc nous, on nous a laissé la maison forestière de Popaga à peu près un peu plus de 1000 mètres d'altitude, et puis on est monté plus ou moins tranquillement jusqu'au col. Et ensuite, sur le retour, on a été faire un arrêt, donc c'est la route du col de Vergio. Le col de Vergio, c'est ce qui permet pour cette route, la route de cette vallée-là, de faire le lien entre la côte est et la côte ouest. Ensuite, on redescend par ici, vers la côte ouest. Alors donc, on s'est arrêté ensuite avec le car sur ce parking-là, parce qu'il y avait encore des choses intéressantes à voir, comme on le verra. Donc on va commencer par la randonnée elle-même. Donc départ, bien sûr, dans la forêt de pins, on va passer là-dessus. En tête, c'est Gamizan, et je ne sais pas quel âge il avait, mais il monte. Il faut le suivre en montagne. Il nous attendait plus qu'autre chose. En plus de ses talents de botaniste, et des talents de marcheur. Un gallium. Dans la forêt de Pin-Laricio, Gallium lucidum bernardii. Alors, c'est une nouveauté. On a vu beaucoup de plantes qu'on avait déjà vu avant. On a quand même vu cette nouveauté dans la forêt. Donc, un gallium, caractéristique de pelouse, des rochers. C'est une endémique, elle est très commune, mais c'est une endémique de Corse, Sicile, Italie continentale méridionale. Alors, ensuite, on a vu des plantes qu'on avait déjà vues, mais il y en a quand même qui valent le coup. Alors, ensuite, on sort de la forêt. Et à quelques centaines de mètres de là, on tombe sur des touffes, alors là, vraiment superbes, de ce Gastro-Viejoa frigida, donc l'immortel de Corse. Et vraiment, on a vu des très belles touffes, donc je ne peux pas résister au plaisir de vous en montrer plusieurs de ces belles touffes. Vous voyez qu'elles sont vraiment bien fournies. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors, c'est pas minuscule quand même comme fleur, ça fait entre 1 et 2 cm. Donc c'est vraiment une belle plante. Et puis à nouveau aussi, on a été gâté dans les belles touffes de ce qu'on avait déjà vu précédemment, la réponse de Corse, Phytoma serratum,
Vous voyez, là, on a vraiment des touffes splendides, bien qu'elles commencent à déflorer un peu. Elles ne sont pas si bleues que celles qu'on avait vues précédemment, mais on les avait vues plus haut. Et puis, bon, on n'a pas vu beaucoup de plantes nouvelles à la montée, donc on arrive au ce fameux col, hein, au Bocca Stazzona. Et donc là, on est au col, et de l'autre côté, on a la vallée du Tavignano, voilà, avec le lac et les Pozzine. Voilà une vue typique de Pozzine. On ne voit pas bien les ruisseaux, aussi qu'on en voit ici, là. Et puis, donc, toute cette ribambelle de Pozzine. Alors, les Pozzine du lac de Nino sont très célèbres, justement pour leurs caractéristiques et leur étendue. Alors là, vous voyez qu'on a deux volontaires qui sont descendus, et puis, vu qu'on avait déjà vu pas mal de choses sur les Pozzine, il y a eu une discussion assez longue pour savoir ce qu'on faisait, si on allait manger près des Pozzine pour se mettre le derrière au frais, ou alors si on allait manger ailleurs sur des rochers. Alors finalement, il a été décidé qu'on descendait vers les rochers. Et donc on a mangé, là on a eu un compagnon qui n'était pas, plusieurs compagnons, hein, qui n'étaient pas donc un chocard, mais qui était un lézard du genre Podarcis, qu'on a vu pendant tout le long de notre repas. C'est un beau lézard, hein. Il a des taches bleues là. Bon, j'ai pas été jusqu'à déterminer l'espèce, je me suis arrêté aux jambes. Mais on doit pouvoir les déterminer. Bon. Alors ici, une Véronique. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, c'est pas en elle. Ouais, c'est une menthe, oui, pardon. Pour ça, je me disais, je trouve pas son nom, c'est normal. C'est là, Montarequieni. Ouais, des fleurs typiques de la bière. Hein. Donc, des feuilles orbiculaires, comme ça. Et puis, c'est une endémique corsosarde qu'on trouve dans les pelouses humides, rases, et dans les Pozzine. Chaque fois qu'on a des plantes de pelouses humides, on peut les trouver évidemment dans les Pozzine. Mais elle est peu fréquente, hein, et donc limitée à la Corse et à la Sardaigne. Alors là, c'est après la descente, cette plante, on a été observée après la descente, quand le car nous a repris, il nous a mené jusqu'au parking que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est pour ça que nous a fait aller jusqu'au parking, c'est pour cette menthe. Un peu plus loin, sur ce parking, une orchidée qui est Dactylorhiza saxifera. Alors, orchidée des pelouses humides, des ripisylves, des bords de torrents. C'est pas une endémique, mais bon, ça vaut quand même le coup d'être vu. Hein. C'est en plus une nouveauté pour le séjour. Et puis, sur le retour, arrêt dans un peuplement mixte de genévriers oxycèdes et de genévriers turifères. Bon, évidemment, d'ici, on ne peut pas distinguer lesquels sont lesquels. Bon, il y a un groupe qui y est allé, mais pour ma part, j'y suis pas allé parce que j'ai été sollicité, disons, par un certain nombre de variétés de cétoines qui m'intéressaient beaucoup sur le bord de la route, et donc j'ai laissé mes compagnons aller voir cette forêt, et moi, je ne peux pas vous le montrer de plus près, le genévrier oxycèdre et le genévrier turifère. Et disons qu'ils étaient en mélange. Et puis ensuite, eh bien, ça a été le retour à Corsé, et voilà. Il cause pas Corse, là. Qui, moi, non. Ah, lui, non. Lui. Ouais, non, bah, il a